Les gens sont en train de se réveiller, il se passe quelque chose. Regardez, j'étais parti en vacances en Vendée. Je rencontre un gars à tout hasard. Il s'intéresse à l'histoire ancienne de la Vendée. Il commence par me dire comme ça. Oui, ils ont découvert une méthode d'extraction du sel avec des bacs en métal de l'époque gauloise. Et c'était une technique très avancée. Il dit comme ça, on croyait que la technique d'extraction du sel avait été amenée par les moines chrétiens. Vous savez, ces gentils civilisateurs. Et là, on s'est trouvé avec quelque chose de gaulois, de plus perfectionné que la méthode christiano-romaine. Alors le gars, il était là, il était tout surpris. Et puis il me dit comme ça, ensuite, tu sais, ils ont fait énormément de fouilles en Vendée, ils ont trouvé énormément de traces archéologiques d'époque gauloise, peut-être même plus anciennes, des trucs super intéressants. Et ben ils ont fini par tout remettre sous terre, tout enterrer, et il n'y a aucun rapport qui est sorti. Ils n'ont rien dit là-dessus, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Il me dit comme ça. Tu sais, des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on nous cache des trucs et qu'on se fout de notre gueule. Je lui dis, tu sais, mon pauvre, les Gaulois, ils sont vraiment maltraités par les archéologues, par les historiens. Et à la fin, il me dit, tu sais, moi, j'ai l'impression que les païens, ils avaient déjà tout inventé et en mieux. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans! Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite rentrée, cette nouvelle saison Pagan TV, l'Esprit Viking, Oleg de Normandie pour vous servir. Vous devriez remarquer une petite amélioration au niveau de l'image, au niveau de la qualité d'image. Malheureusement pas d'amélioration concernant le présentateur. Mais merci à tous les donateurs parce que je me suis donc acheté une nouvelle caméra et j'espère que le résultat vous plaît. Donc merci à tous les donateurs. Je vous rappelle que ça se passe sur Tipeee, le Tipeee de l'Esprit Viking. Mais revenons à nos très chers Gaulois. Descendent-ils, oui ou non, des Atlantes? Évidemment, là, l'histoire officielle va grincer, puisque pour eux, l'Atlantide n'existe pas. Les Gaulois n'étaient même pas en Europe occidentale à l'époque de l'hypothétique Atlantide. Donc pour eux, évidemment, c'est une hérésie. Mais pour nous qui sommes indépendants et jouissons donc de notre libre arbitre, et surtout qui ne refoulons pas les découvertes archéologiques qui ne rentrent pas dans le cadre idéologique, c'est une autre histoire. L'Atlantide en tant que civilisation avancée, c'est-à-dire intelligente, qui maîtrisait au minimum la géométrie, les mathématiques et l'astronomie à un niveau avancé, c'est-à-dire égal à Pythagore, cette civilisation en Europe occidentale et nordique, son existence est avérée. J'en veux pour preuve, pour tout ce qui est géométrique, la disposition des mégalithes, notamment les mégalithes de Carnac en Bretagne, pour ne citer que. En termes d'écriture, on le dit pas assez souvent, mais il y avait une écriture dans l'ancienne civilisation donc de l'Atlantide. En France, on a retrouvé à Glozelle des caractères de type runique et puis d'autres types de caractères, puisqu'on a retrouvé 111, et des symboles, comme notamment le symbole celte de la roue solaire, symbole très connu, qui existait donc déjà à l'époque de Glozelle en France, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans, si ce n'est pas plus. Pour rattacher tout ça à l'Atlantide, le fameux taureau de l'Atlantide, la vache très importante dans la mythologie hyperboréenne, cette vache est évidemment présente, ou ce taureau, dans les grottes de Lascaux, encore plus anciennes, 15 à 20 000 ans. Donc on voit qu'il y a quand même des traces de l'Atlantide sur le territoire gaulois. Mais encore une fois, l'histoire officielle n'est pas d'accord. Pour eux, les Celtes sont des Indo-Européens qui mettent le pied en Gaule à partir de 800, même 600 avant Jésus-Christ. Donc bien après cette civilisation ancienne,
Ce dogme officiel ne vient que d'une théorie, qui est la théorie des Indo-Européens. La théorie des Indo-Européens a été inventée au 19e siècle. Attention, elle ne repose pas sur rien. Il y a effectivement des traces d'une migration, d'une population de type celte, depuis l'Est, et notamment depuis la civilisation de l'Athènes et de Hallstatt, vers effectivement les Gaules. Il y a bien une migration. Cependant, les Indo-Européens, cette théorie, je veux dire, prétend que ils n'avaient jamais foulé le sol de l'Europe avant cette date. Et c'est là où il y a une grossière erreur. C'est qu'en réalité, ces Celtes ne font que revenir en Gaule. Ce n'est qu'un retour suite aux grandes migrations de 1200 avant Jésus-Christ, 1200 avant Jésus-Christ. Et ça est totalement ignoré, j'ai même envie de dire occulté, par l'histoire officielle. Cette grande migration due à ces immenses cataclysmes. Ces grands cataclysmes de 1200 avant Jésus-Christ qui sont complètement occultés par l'histoire officielle et qu'il est fondamental de comprendre et de réintégrer à l'histoire pour y comprendre quelque chose. Je vous renvoie tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà vu, aux vidéos Apocalypse de la fin des temps et le déluge a eu lieu il y a seulement 3200 ans. C'est des dossiers, c'est du lourd quoi. Hein. C'est des grands cataclysmes et des grandes migrations. Si on n'a pas ça dans l'histoire, on ne comprend rien évidemment. Et en effet, quand on regarde les Gaules de l'époque Atlante, donc avant 1200 avant Jésus-Christ, quand on regarde tous ces éléments culturels, toutes ces traces archéologiques et d'écriture, et que l'on regarde la culture, l'écriture des dits Indo-Européens, les Celtes qui reviennent vers 800 avant Jésus-Christ, eh bien ce sont exactement les mêmes éléments culturels. Il y a une continuité entre la culture de la Gaule dite Atlante avant 1200 avant Jésus-Christ et de la Gaule qui existe dans l'histoire officielle à partir de 600 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque romaine. Déjà par rapport à l'écriture de Glosel, il y a une continuité culturelle. La roue solaire, mais vous avez également plein d'autres symboles dits celtes, et puis les runes, ces fameuses runes qu'on dit nordiques, mais qui ne sont pas exclusivement nordiques. On retrouve effectivement des stèles runiques en Gaule, il y en a peu, et je préfère pour l'instant ne pas dévoiler leur emplacement publiquement parce qu'elles risqueraient d'être détruites, puisqu'effectivement les traces archéologiques sur tout ce qui est gaulois, vous savez qu'il y a eu un grand ménage de fait, donc il vaut mieux garder ça discret, mais il y a également des stèles runiques en Gaule. Ensuite, il y a cette fascination, cette connaissance et ce respect pour les astres, pour l'astronomie, pour le ciel, pour le soleil et la lune plus particulièrement, pour les étoiles, les constellations, puisque tous les monuments mégalithiques sont des monuments astronomiques. Ils vont aider à compter le temps, à prévoir des phénomènes astronomiques, et puis la plupart vont célébrer le solstice, vont marquer le solstice d'été ou d'hiver du soleil. Donc il y a ce côté solaire, ce côté l'importance des astres, des cycles de la nature, que l'on retrouve donc dans les monuments mégalithiques de l'époque de l'Atlantide. Et les Celtes continuaient à célébrer ces solstices et ces fêtes liées au cycle solaire, lunaire. Donc le solstice, hein, c'est une des fêtes les plus importantes chez les Celtes, que ce soit celui d'hiver ou d'été. Celui d'hiver, on sait qu'il a été transformé en Noël, et puis celui d'été en feu de la Saint-Jean. Le temple de Newgrange en Irlande, daté de 2500 avant Jésus-Christ, révère le soleil le matin du solstice d'hiver. Ce matin-là dans l'année, les rayons vont pénétrer un couloir qui va venir éclairer le Triskel, le fameux Triskel des Celtes, très connu donc chez les Gaulois et qui est encore aujourd'hui l'emblème de la Bretagne. On a dans les deux cas aussi le polythéisme, avec une structure identique au départ, bien souvent ternaire,
avec bien souvent le soleil et la lune comme un couple. Et puis le troisième larron qui est souvent l'arbre cosmique, le pôle. Et puis tout ceci a été un peu humanisé avec le père, la mère et le fils. Voilà, donc cette conception trine, cette divinisation qui à la base vient des astres, hein, qui devient une certaine forme de polythéisme, mais qui renvoie toujours à une certaine unité du tout. Donc là encore un point commun. On a chez les Atlantes, donc on a Poséidon et Clito, ils ont le fils Atlas. Poséidon va représenter tout ce qui est masculin. On a chez les Gaulois Belenos, Belen, qui est un dieu solaire qui représente donc le masculin sacré. On a Belisama, ou on a Artio, sa femme, ou la déesse Dana, ou la déesse Vana. Donc là, c'est la très grosse différence avec toutes les spiritualités modernes ou toutes les religions modernes, c'est qu'il y a une place pour le féminin sacré. Le féminin sacré n'existe plus du tout hein, dans les religions modernes. La Trinité chrétienne, il n'y a pas de place pour la femme, hein, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Hein, il y a pas de... Non, le ternaire originel de la tradition primordiale atlante, c'est Père, Mère. Il y a la mère, bien sûr, la déesse très importante. Et on voit que dans la culture moderne, suite à l'Empire romain, la déesse, elle a disparu, quoi. Ça, c'est un marqueur important aussi. Bien sûr, les Celtes utilisaient les monuments mégalithiques, ils savaient les utiliser, les druides célébraient des fêtes par là-bas, mais également ils prodiguaient des soins, parce qu'il y avait des pierres qui étaient, paraît-il, guérisseuses. Il y avait des sources guérisseuses aussi. Ils faisaient beaucoup de choses aussi autour de l'arbre, hein. L'arbre sacré des druides, Erke. Maintenant, si on regarde l'Atlantide, on sait que il y avait la très importante colonne d'Atlas hein, qui portait le monde, qui était la symbolique du pôle. Et c'est en fait un peu l'urbanisation, cette colonne de l'arbre sacré, de l'arbre cosmique, hein, qui renvoie à la symbolique polaire aussi. Voilà, la colonne d'Atlas, c'est l'arbre sacré des druides, hein, Erk. Et donc, il y avait évidemment des cérémonies, des fêtes et des assemblées, surtout, autour de cet arbre chez les Gaulois. Exactement comme dans l'Atlantide, Atlas, le fils de Poséidon, tenait ses assemblées. Et Poséidon, on sait qu'il jugeait aussi devant cette colonne, parce que c'est la symbolique de l'équilibre du monde, et pour eux, c'est la justice entre les hommes qui permettent de garder un équilibre. Eh bien, les Gaulois faisaient exactement pareil, hein. Ils jugeaient, ils faisaient des assemblées devant l'arbre sacré. Et je peux même vous dire que ça a duré très longtemps, hein. Ça a réussi à perdurer malgré la judéo-christianisation, puisque Saint Louis faisait ce rite de jugement devant l'arbre sacré. Donc il y a une continuité totale en fait entre la culture de l'Atlantide qui est évoquée par Platon et les Gaulois. On va rajouter donc le taureau de l'Atlantide, l'animal à cornes sacré chez les Atlantes. Chez ces Atlantes donc qui vont migrer en 1200 avant Jésus-Christ jusqu'en Égypte, on voit bien ces casques à cornes sur les fresques de Médine et Abou dans le temple du Ramesséum en Égypte. Et on voit que les Gaulois sont très attachés aussi à la symbolique qui est vraiment typique de la tradition primordiale, hein, cette symbolique qui utilise surtout les animaux et les Gaulois, donc, clairement, hein, c'est le casque à cornes, hein, le casque à cornes qui renvoie directement au taureau de l'Atlantide. Hein. Les cornes aussi qui peuvent être des cornes de bélier dans certains cas. Il y a vraiment une symbolique qui continue, mais carrément chez les Celtes, on va également prendre l'autre type de casque bien connu chez les Gaulois, c'est le casque de cygne. D'où ça vient le casque de cygne? Ça vient tout simplement de cette fameuse migration des Atlantes en 1200 avant Jésus-Christ, qui sont partis donc de Scandinavie, mais également des Gaules, pour migrer en Méditerranée, quoi. Et donc, comme ils sont très attachés à la symbolique et à la transmission d'informations,
ils ont choisi le cygne au moment de cette grande migration de 1200, parce que le cygne est un animal plutôt nordique, mais qui migre. Le cygne fait partie de la famille des oies. Hein. Les oies, c'est un animal migrateur, pardon. Donc voilà, ils avaient ces Atlantes des casques à cornes, et leur bateau, la proue, c'était en forme de cygne, vous voyez. Donc les Gaulois qui ont gardé le cygne aussi sur leurs ailes, sur leur casque, pardon, les ailes de cygne, c'est aussi pour signifier cela, quoi. Ils viennent de ce peuple-là, et la plus belle, je crois, métaphore, c'est celle et la plus belle symbolique, c'est celle d'Apollon, hein. Apollon l'hyperboréen, qui lui aussi vient de l'Atlantide d'Europe occidentale, qui arrive en Grèce sur un cygne. La mythologie, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour transmettre l'information de façon un peu symbolique, un peu codée. Et donc il arrive sur un cygne, il arrive sur ces dracars, j'ai envie de dire, de l'époque de l'Atlantide. Et il arrive en Grèce sur un cygne. Voilà, donc le cygne, symbole des migrations de ces peuples issus de l'Atlantide vers le sud. Et donc les Gaulois, ils ont ce casque à forme de cygne parce qu'ils ont fait partie de cette migration, et en fait ils ne font que revenir en Gaule vers 600 avant Jésus-Christ, et donc c'est pas les migrations indo-européennes, c'est pas vrai, c'est simplement les Atlantes qui, ayant migré vers le sud, vers les côtes méditerranéennes pour des raisons de catastrophes naturelles et climatiques, reviennent en Gaule. Donc c'est les migrations méditerranéo-européenne, si vous voulez, mais pas indo-européenne. Après, on a le symbole de la hache aussi, de la hache ou du marteau. Regardez un petit peu ce que j'ai trouvé à Karnak comme gravure mégalithique. On retrouve partout cette hache. C'est vraiment ça qui est omniprésent, cette hache, mais qui ressemble à un marteau en fait, parce que les haches les plus anciennes sont faites avec une roche qui est taillée. Donc ça peut aussi bien se servir de hache d'un côté comme de marteau de l'autre. Et donc, aussitôt, on pense au marteau de Thor et à la hache de Phocite. Phocite, qui est en fait le dieu qui a précédé Poséidon, enfin, en tout cas en termes de nom. Le nom originel, Poséidon, c'est grécisé, j'ai envie de dire, c'est le nom qu'ont donné les Grecs. Et Phocite, c'est le nom frison, donc en fait de la zone pas loin de l'Heligoland. Et ce Phocite, il avait une hache. Et puis voilà, ensuite on sait que Poséidon il a un trident. Pourquoi un trident? Parce que c'est un harpon qui permet donc de chasser sous l'eau. Et encore une fois, c'est une super métaphore pour nous signifier que Phocite, là-bas en Frise, il a fini sous l'eau, quoi. Donc sa hache, c'est devenu un harpon, le harpon de Poséidon qui est en fait Phocite. Et cette hache, donc à l'époque mégalithique en Bretagne, elle est partout. Elle est partout. Donc la hache du dieu solaire, du dieu paternel, du dieu qui juge devant l'arbre cosmique, l'arbre sacré, devant la colonne d'Atlas. Ce symbole est très fort puisque en termes de justice, c'est le marteau de Thor et c'est le marteau des juges. Encore aujourd'hui, les juges jugent avec un marteau. Ils tranchent avec le marteau. Bon, à la base, c'était la hache qui tranche, on a bien compris, qui est devenu donc le marteau de Thor, et c'est pourquoi les juges, je pense que c'est de là que ça vient. Voilà. Après, il y a le dieu Tyr, lui aussi dieu de la justice, comparable à Phocite, Thor, qui lui a une lance. Voilà. Et donc tout ça s'est perduré en Gaule jusqu'au Moyen-Âge, tardif, puisque Saint Louis jugeait également sous un chêne, sous un arbre sacré. Saint Louis jugeait, donc il reprenait le rituel atlante et celte du roi qui juge sous l'arbre, quoi. Et donc pour finir avec cet arbre, donc qui s'appelle Irminsul, je pense que c'est le meilleur nom qu'on puisse lui donner, mais qui s'appelle plutôt Yggdrasil dans la mythologie nordique pour des raisons hermétiques. Ils n'ont pas pu faire une mythologie nordique avec les noms toujours originels, il fallait que ce soit christianisé pour que ce ne soit pas censuré aussi. Et bien chez les Gaulois, c'était effectivement Erk. Et en fait, quand vous mettez à l'envers Erk, ça fait Ker. Et Ker, les Bretons
il le voyait souvent Ker, et ça renvoie évidemment à Cernunnos, le dieu cerf des Gaulois. Et en fait, Cernunnos, pareil, la symbolique magnifique. Donc si Erk c'est l'arbre sacré, en rapport avec Irminsul, eh bien Cernunnos c'est un cerf. Donc le cerf il a des bois. Vous savez les bois comme ça, ça fait comme des... ça renvoie à l'arbre quoi, c'est du bois qui pousse sur la tête. Donc il est évident que Cernunnos renvoie à l'arbre sacré. Heimdall et Irminsul. Erk, symbolisé par la colonne chez les Grecs, puisqu'ils ont été... Les Grecs, c'est une civilisation plus urbaine, donc l'arbre est devenu colonne. Et à l'époque de l'Atlantide, donc cette fameuse colonne d'Atlas, qui est en fait un immense Irminsul, un arbre cosmique qui là nous renvoie au pôle, etc. Vous savez, la symbolique de l'hyperborée spirituelle. Qui nous fait comprendre le proverbe que le ciel ne tombe pas sur la tête, c'est que les Gaulois savent que c'est la justice qui tient le monde en équilibre, donc et que physiquement c'est le pôle qui tient l'équilibre de la Terre, l'atmosphère. Donc il faut pas que le ciel nous tombe sur la tête. ça vient de là, pour pas que les catastrophes naturelles arrivent comme en 1200. Il faut de la justice sur cette planète, il faut respecter les lois qui sont gravées sur l'arbre, il faut respecter les lois qui sont gravées sur la colonne d'Atlas, parce que sinon, ça supporte le ciel, bon c'est une métaphore, sinon le monde va s'effondrer quoi. Je crois que c'est clair, il y a une vraie continuité entre les Gaulois et les Atlantes. On est un peu dans un vide spirituel, mais ce vide spirituel il est voulu je crois par les lobbies qui ont une idéologie religieuse abrahamique, pour que en fait soit on reste dans un vide spirituel, soit on revienne à l'abrahamisme, c'est ce que je pense. Il y a des vrais lobbies d'ingénieurs sociaux derrière tout ça, donc si vous voulez pas être manipulé comme ça et vous remplir spirituellement avec vos vraies racines de l'Atlantide, des Celtes, abonnez-vous si c'est pas le cas, voilà. Et puis vous pouvez me soutenir, vous pouvez faire un tour sur pagans.eu si vous voulez vous communautariser. On essaie de faire pas mal de choses, on a pas mal de projets pour l'année qui arrive, si vous voulez participer. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne continuation et à très bientôt. Ciao.